gastroentérologue. Donc le suffixe it, ça signifie inflammation. Et donc gastrite, c'est une inflammation de l'estomac. Les gastrites, ils peuvent être aigus comme ils peuvent être chroniques. On va toucher un petit mot dans l'introduction pour les gastrites aigus. Et pour les gastrites chroniques, il y a une classification en fonction des étiologies. Donc il y a des gastrites auto-immunes. Vous connaissez dans le cadre de la maladie de Biermer, on a une gastrite atrophique auto-immune, une gastrite dans le cadre de la maladie de Biermer. Et il y a les gastrites toxiques ou chimiques à cause de médicaments, par exemple les AINES, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a aussi des gastrites eosinophiles, il y a des gastrites collagènes. Ça, on ne va pas entrer dans les détails. Ça, c'est l'affaire du spécialiste. C'est très rare, c'est exceptionnel. Les gastrites granulomateuses, dans le cadre des maladies granulomateuses, maladies les maladies granulomateuses qui donnent la sarcoïdose, la tuberculose, mais surtout dans le cadre des maladies de l'appareil digestif, la maladie de Crohn, très bien. Donc, ces gastrites-là, bon, on ne va pas les traiter, on va traiter les gastrites les plus fréquentes. C'est les gastrites bactériennes. Et surtout, ils sont dus à l'Helicobacter pylori. Donc, on va un petit peu axer notre cours sur les gastrites chroniques à Helicobacter pylori. Donc, c'est une atteinte inflammatoire, c'est une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse. La définition, elle est histologique. Inflammation, donc la définition, elle est histologique. Et donc, il faut faire des biopsies. On va voir dans le diagnostic de l'HP, il faut faire la différence entre le diagnostic de la bactérie et le diagnostic de la gastrite. Hier, j'ai eu une patiente qui est partie chez un médecin pour un syndrome dyspeptique. Et vous connaissez ce que c'est qu'un syndrome dyspeptique? La dyspepsie, le syndrome dyspeptique, c'est toute gêne au niveau épigastrique. Et il se traduit, le malade vous dit, le patient vous dit, voilà, j'ai une lourdeur, pesanteur, postprandiale. C'est une gêne, ici au niveau épigastrique. Plusieurs traductions et significations, la sensation de satiété précoce, rapidement, ou la sensation de plénitude gastrique, et puis كتجي ل11 ومازال كنحس بالestomac toujours plein. Donc sensation de maldigestion, de lourdeur épigastrique. Donc c'est un problème qui est plutôt fonctionnel. Mais il y a des pathologies organiques qui peuvent prêter confusion. Et donc, j'ai eu une patiente hier, voilà, j'ai les anticorps anti-Helicobacter pylori positifs, j'ai une symptomatologie, il a une symptôme dyspeptique, donnez-moi un traitement. D'ailleurs, il a vu un médecin qui lui a prescrit un traitement. D'accord, on a cette bactérie, mais comment on peut dire que c'est la bactérie qui est responsable de vos symptômes? D'accord. Ça, c'est comment faire le diagnostic. Mais on peut faire le diagnostic de l'HP, l'Helicobacter, sans biopsie, on va le voir. Il y a la sérologie, la recherche des anticorps, la recherche de l'antigène dans les selles. Il y a le test respiratoire et on va comprendre le mécanisme et la logique de ce test respiratoire. Et le gold standard, c'est-à-dire la référence dans le diagnostic de l'Helicobacter pylori, ce sont les biopsies. Mais est-ce que je lui dis, est-ce que c'est la présence de l'HP, c'est elle qui est responsable de vos symptômes? C'est pas sûr. Même la biopsie, si tu trouves une gastrite, sauf si tu trouves une gastrite associée. Maintenant, on va voir dans l'histoire naturelle qu'il y a un chapitre très très important dans ce cours. L'histoire naturelle. Une fois qu'on est l'HP, Helicobacter pylori, quelles sont les possibilités de l'évolution naturelle de cette bactérie? Et d'ailleurs, elle, enseignante comme elle est, elle a fait le tour de la question dans l'Internet, et donc elle dit que cette bactérie, ça donne le cancer. Oui, ça peut donner le cancer, mais ce n'est pas forcément. Et d'ailleurs, si on prend cette amphi, 80-90%, on a l'HP. D'accord? C'est Helicobacter pylori.
mais dans la majorité des cas, c'est asymptomatique. Donc, on ne le recherche pas de façon systématique. Sauf si on a des symptômes, et on va voir quand est-ce qu'on le recherche. C'est une infection très fréquente, mais comme on a dit, elle est souvent asymptomatique. Chose très importante, il n'y a pas de corrélation. Ça ne veut pas dire que vous êtes très symptomatique, que vous avez une gastrite sévère. Il n'y a aucune corrélation entre la clinique, entre l'aspect endoscopique. On fait une endoscopie, la définition elle est histologique. Tu peux trouver un aspect macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit de la muqueuse normale, mais quand tu fais des biopsies, tu trouves sur une gastrite. D'accord? Donc il n'y a pas de corrélation entre les symptômes, entre l'aspect endoscopique et entre l'histologie. Donc je vois le message, c'est de faire, si tu fais l'endoscopie, il faut faire des biopsies systématiques, même si tu trouves que l'aspect de la muqueuse il est normal. Ça, c'est fondamental, ça, c'est le rôle du gastro-entérologue. Donc, faire une endoscopie et ne pas faire de biopsie, c'est une faute. D'accord? Primo. Deuxièmement, toujours dans la même semaine, cette semaine, avant-hier, et là, il m'a dit que vous avez le madame herria. C'est ça, le mada taïba, madame herria, c'est la traduction dialecte de la gastrite. Le madame herria, le mada taïba. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a fait une échographie. Attendez. Sur l'échographie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe? Un stase, un épaississement. Très bien. Un épaississement de la paroi. Donc on a une paroi qui est épaissie. Est-ce que tu peux dire que c'est une gastrite? Non. Ça peut tout être. D'accord? Donc il faut faire une endoscopie. Il me dit que moi, spécialiste que je suis, je ne peux pas vous dire que vous avez une gastrite. Il faut faire une endoscopie pour faire des biopsies. Et il y a toujours des exemples. Un jour, j'étais contacté par un confrère, un médecin. Il m'a dit, il avait fait une endoscopie chez un autre gastro-entérologue et pour vraiment ça, des épigastralgies atypiques. L'aspect endoscopique, c'était une muqueuse, il m'a dit, une muqueuse micronodulaire, une muqueuse mamelonnée. Ça s'appelle mamelonnée. D'accord? Il m'a dit, les biopsies, le gastro, il a fait des biopsies, mais il était dans l'attente des résultats. Il m'a dit, cet aspect, il correspond à quoi? Je lui ai dit, il peut correspondre à tout. De rien du tout jusqu'à une linite, jusqu'à un cancer invasif. Et d'ailleurs, chez ce patient, c'était une linite. C'était une linite gastrique. Et la linite gastrique, c'est une tumeur qui atteint toutes les couches de la paroi. D'accord? Et dans 50% des cas, la biopsie, même la biopsie, elle est normale. Ça donne un aspect rigide de l'estomac. Pourquoi? Parce que toute la paroi, elle est atteinte. Et pourquoi les biopsies sont négatives? Parce qu'on on fait des biopsies de la muqueuse. Alors c'est plutôt la sous-muqueuse qui est infiltrée. Et donc, quand est-ce qu'on suspecte une linite? Donc il y a le contexte. Mais quand on fait l'endoscopie, comme je dis, un estomac rigide, qui ne se distend pas quand on insuffle de l'air, et donc là, il faut faire des biopsies comme biopsie et faire une imagerie. Et donc l'imagerie qui va suspecter le diagnostic avec d'autres examens. C'est un type histologique. L'histologie, ce sont des cellules en bague à chaton, ce qu'on dit des cellules isolées en bague à chaton. Et le pronostic, il est très mauvais. Vous voyez, on est parti de rien du tout jusqu'à un diagnostic de tumeur invasive. Donc le message, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la clinique, l'endoscopie et l'histologie. On va voir quand est-ce qu'il faut aller à faire une endoscopie, surtout en présence de signes d'Allah. Et toujours, même si on a un aspect macroscopique qui est normal, il faut faire des biopsies systématiques. Donc la distinction entre les deux, gastrite aiguë, gastrite chronique, c'est histologique. L'infiltrat dans la gastrite aiguë, il est plutôt fait de polynucléaires neutrophiles, alors que dans la forme chronique, c'est un infiltrat persistant mononucléé lymphoplasmocytaire. Je ne vais pas vous
vous poser des questions là-dessus. C'est une pathologie fréquente, 30 à 50% de la population mondiale. Donc c'est fréquent. Il n'y a pas de prédilection de sexe, il touche autant les hommes que les femmes et ça augmente. Plus on augmente dans l'âge, plus cette gastrite, plus les symptômes deviennent importants. Classification, on peut dire les classifications, il y a les gastrites atrophiantes et non atrophiantes. C'est-à-dire il y a des gastrites qui donnent de l'atrophie de la muqueuse, il y a des gastrites qui ne donnent pas d'atrophie. Les gastrites atrophiantes, par primo, c'est la première qui donne une atrophie, c'est la gastrite biérmérienne, la gastrite auto-immune. Mais elle est rare. D'accord? Déjà, la maladie biérmère, elle est rare. Et c'est quoi la cause? Ce sont des anticorps anticellules pariétales. Donc, c'est une maladie auto-immune. Et les cellules pariétales, qu'est-ce qu'elles sécrètent? L'HCL et le facteur intrinsèque. D'accord? Donc, le facteur intrinsèque qui est indispensable pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'ilion terminal. Au niveau de l'ilion terminal. Donc, si on n'a pas ce facteur intrinsèque, donc il y aura une malabsorption, il y aura une anémie, comment? Mégaloblastique, macrocytaire. Il faut faire des biopsies pour trouver l'atrophie. Pourquoi l'atrophie? Parce que l'atrophie, il fait le lit du cancer. D'accord? Et dans la maladie de Biermer, c'est un cancer particulier. On va le voir peut-être, voilà, cancer du fundus, c'est surtout au niveau du fundus. Et c'est un cancer particulier, c'est une tumeur, ça fait partie des tumeurs endocrines. Ce n'est pas un adénocarcinome, ce sont des tumeurs endocrines aux dépens des cellules ECL. ECL, entérochromaffine-like. Bon, ça c'est entre parenthèses. Pour vous dire que l'atrophie doit être biopsiée. Et si elle est là, il faut faire des biopsies systématiques et chercher la cascade. Je dis la cascade de l'atrophie. Atrophie, métaplasie, dysplasie, cancer. Et il y a la gastrite HP, à Helicobacter pylori, on va y revenir. Et les gastrites chroniques qui sont non atrophiantes, elles sont encore très rares. On a parlé des gastrites chimiques, un reflux biliaire, la bile qui revient vers l'estomac, peut donner donc une gastrite, les AINES, l'alcool, les gastrites granulomateuses, les gastrites lymphocytaires et eosinophiles collagène. Ça, c'est seulement pour les citer, pour connaître qu'il y a d'autres types de gastrites qui sont encore plus rares. Et point. Je ne vais pas vous poser de questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet Helicobacter pylori? Qu'est-ce que c'est que cette HP? C'est une belle histoire. Jusqu'aux années 80, on considérait que l'estomac est un organe stérile. Il n'y a pas de bactéries. Comment une bactérie pourrait survivre dans un milieu acide? En principe, le milieu acide, il est hostile pour sa survie. Et jusqu'aux années 80, on croyait toujours que les conséquences, ou bien la maladie ulcéreuse, par exemple, c'est une maladie chirurgicale. On opérait les patients ulcéreux, tout ulcère. Et d'emblée, je vous dis, on va le dire dans le cours de l'ulcère, actuellement, la chirurgie, elle est exceptionnelle dans la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, sauf en cas de complications, et encore. Certaines complications, par exemple l'hémorragie, on arrive à la gérer. Et donc, il y a deux physiologistes australiens, Marshall et Warren. Donc, ils ont identifié qu'il y a une bactérie. Au niveau de l'estomac. Ils l'ont cultivée in vitro. Ils lui ont donné un nom. Mais comment? C'est la première question. Comment dire que c'est vraiment cette bactérie qui est responsable de la gastrite? Le plus jeune, il a avalé la culture de bactéries. Et quelques jours après, ça c'est sa muqueuse gastrique
il est infiltré par, bon, il a eu des symptômes, il est infiltré par ces micros, et voilà, infiltré par, voilà, elle est là, ils sont là, c'est cette bactérie, l'Helicobacter pylori. Et donc, ils l'ont appelé Helicobacter pylori. Et d'ailleurs, ce qui leur a valu le prix Nobel, ça c'était en 1982. Et puis après, prix Nobel de physiologie en 2005, comme ils ont démontré le rôle de cet HP dans le développement de beaucoup de maladies de l'estomac, et surtout la gastrite, l'ulcère et les cancers de l'estomac, soit lymphome, soit adénocarcinome. Comment cette bactérie arrive à survivre au niveau de l'estomac malgré l'acidité du pH, bien malgré le pH acide gastrique? Grâce à deux propriétés. Une propriété physique et une propriété chimique. Propriété physique, c'est une bactérie qui est très mobile. Il a 6 flagelles. Il fuit les endroits où le pH il est très acide. Il part vers les endroits, au niveau de l'estomac, où il y a le pH moins acide, mais toujours acide. Et donc cette propriété, à elle seule, est insuffisante. Il faut une deuxième. Il a une enzyme. Il a une enzyme qui est l'uréase. Et l'uréase, elle dégrade l'urée en CO2 plus ammoniac. L'ammoniac, il est alcalin. Il permet d'alcaliniser le milieu. Et donc comme ça, il peut survivre dans ce milieu acide. C'est une bactérie humaine. Et la transmission, elle est interhumaine par quelle voie? Par la voie oro-orale, oro-fécale. Pourquoi on dit que c'est fréquent chez nous? Et vous allez voir que c'est un marqueur de développement. On va le voir, je pense, dans... Voilà. C'est un marqueur de développement. Regardez. Par exemple, aux États-Unis, Canada, États-Unis, c'est 30-40%. La prévalence, c'est la prévalence de l'Helicobacter pylori. Plus on va vers le sud, on doit sauter un mur que Trump il est en train de construire, qu'au Mexique, et donc on a une prévalence qui atteint 70%. Et vous voyez, en Amérique latine, c'est 80-90%, pratiquement comme au niveau de l'Afrique. Alors qu'en Australie, par exemple, c'est 20%. Et donc, c'est un marqueur de développement. Pourquoi? Les mauvaises conditions d'hygiène, la promiscuité, ce sont des facteurs de risque pour la contamination par cette bactérie. Donc, il est lié au niveau socio-économique. 90% dans les pays en voie de développement et 30% des adultes dans les pays développés. Les facteurs de risque, c'est la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène et la vie en communauté. Très, très important, c'est cette histoire naturelle.